France Maghreb 2. Dans cette émission, le grand forum pour m'accompagner aujourd'hui, pour nous accompagner, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ils sont deux, la mixité est parfaitement respectée. Hakim Ral, salam alaikum. Wa alaikum salam Christophe, salam Sabrina, enchanté encore une fois à l'antenne avec toi. Salam les auditeurs, bonjour tout le monde. Sabrina Artiste est effectivement de la partie. Comment ça va, Sabrina? Ça va et toi? Bah écoute, en pleine forme. Salam, bonjour à tous les auditeurs et puis ravi de faire cette dernière de l'année. Enfin, c'est avant-dernière. Pour cette dernière, on te accompagne. Oui, la bien dernière sûr. pour nous. Ouais, pour vous. Pour nous, exactement. Alors justement, quel est votre programme pour cette dernière de l'année pour vous, Sabrina Artiste? Alors à l'antenne, tu veux dire ou? Ok. Donc. Comment ça à l'antenne? Tu parlais de quoi là? Vas-y. Je remarque toujours que j'introduis toujours très mal. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de ce que tu fais ce soir, de ce que tu vas manger ou de ce que tu vas faire pour le réveillon? Non, même pas. Non, même pas, d'accord. Alors à l'antenne, j'ai prévu l'avis que j'ai fait un peu fidèle aussi à ce que je fais. Je vais proposer plutôt une rétrospective de certaines choses avec des personnes connues, moins connues, qui pour moi estiment d'être mises à la lumière, et puis d'autres qui, qu'on le veuille ou non, ont été mises à la lumière. Très bien. Et le coup de cœur de Sabrina? C'est un cri du cœur. Ah, très bien. Avec une chanson que j'introduirai un petit peu avant, une chanson qui s'appelle Shahid, l'enfant des ruines. Très bien. Bon, tu me la passeras? Oui, elle est à côté, t'inquiète. D'accord. J'ai eu très peur. Hakim. Non. Alors pour ma part, donc mon avis tranché pour cette année 2016, ça sera en rapport avec l'événement majeur du XXe siècle à mon sens, c'est les accords de mai 1916, les accords de Sykes-Picot, la division du Moyen-Orient, et l'année 2016, donc mai 2016, nous avons fêté, entre guillemets fêté, mais les 100 ans de cet accord secret qu'il y a eu entre les Français et les Anglais à la chute de l'Empire ottoman, pour le partage du Moyen-Orient. Donc mon avis tranché là-dessus. Très bien. Voilà. Et puis mon coup de cœur, il va pour une Française formidable, une femme. Pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Fallait pas. Ça me touche. C'est une femme, c'est une Française, donc d'origine algérienne, donc c'est une arabo-berbère. Jusque là, tout va bien. Voilà, donc c'est l'extraordinaire à mes yeux Houria Boutelja et son ouvrage qui est paru en 2016, Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire. Wow. Que du bonheur. À suivre donc tout à l'heure. Et puis dans l'actualité évidemment de ce jeudi 29 décembre, ça y est, nous y approchons tranquillement de cette fin d'année. Il y a cet avenir concernant les relations entre les États-Unis et Israël après le vote de la résolution de l'ONU intimement à Israël d'arrêter la colonisation. John Kerry a défendu hier la solution à deux États. L'avenir s'annonce incertain avec Donald Trump à la présidence de la République des États-Unis. Nous entendrons notamment l'analyse du spécialiste Jean-Paul Chaniolio. Et puis nous parlerons évidemment de la grâce présidentielle accordée à Jacqueline Sauvage. Et puis de la politique aussi. Ils seront 7 à s'affronter à la primaire de la gauche les 22 et 29 janvier prochains. Gérard Filoche et Fabien Verdier déboutés par la haute autorité des primaires. Ça s'est passé hier. Nous y reviendrons donc sur ces actualités avec vous, puisque vous avez la possibilité, je le rappelle, de nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, ou par mail lgf@francemaghreb2.fr. Voici, et pour commencer, le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. On va parler d'un sujet finalement peu abordé à la télévision et à la radio. C'est la valeur de la monnaie iranienne qui est en chute libre. Record, explication. Pourquoi? Avec ce reportage de Euronews. La valeur du rial iranien enregistre une baisse historique et dévisse à 41 300 rials pour $1 américain. Depuis le mois de juin dernier, la monnaie iranienne a perdu 20% de sa valeur. Donald Trump est un des facteurs à l'origine de la baisse de la devise iranienne. Le journaliste d'Euronews, Hossein Alavi, explique pourquoi. Parmi tous les facteurs extérieurs, le relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis a renforcé la valeur du dollar sur les marchés, y compris en Iran. Un autre élément explicatif est l'élection à la présidence américaine de Donald Trump, qui nourrit les doutes sur l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien. À cela s'ajoutent les facteurs internes, avec des achats de dollars plus importants par les gens qui voyagent et les traders.
La tendance à la baisse du rial iranien date de la révolution de 1979 et plus particulièrement d'une dizaine d'années, à l'époque où le dollar valait encore 9200 rials. En 2013, l'arrivée au pouvoir du président Hassan Rouhani, puis la levée des sanctions il y a 6 mois, ont favorisé une stabilisation temporaire à 34 600 rials pour $1. En 10 ans, le rial a perdu 450% de sa valeur. En 2016, les sanctions internationales contre l'Iran ont été levées à la faveur de l'accord sur le nucléaire de 2015 et à la condition que Téhéran limite son enrichissement d'uranium. L'Iran avait alors augmenté sa production d'hydrocarbures et signé des contrats importants dans le secteur aéronautique avec Airbus et Boeing. La récente et brutale chute du rial fait craindre de lourdes conséquences pour la population iranienne qui fait déjà face à un chômage de 12,7%. La Banque centrale iranienne prédit que le cours du rial face au dollar devrait revenir à la normale après les vacances de fin d'année. Des économistes disent au contraire que la tendance devrait se renforcer et que son impact se fera sentir sur le long terme. Ces dernières semaines, les prix des produits de base ont fortement augmenté. L'augmentation de la valeur du dollar renchérit le prix des produits importés. En Iran, l'impact psychologique d'un renchérissement du dollar conduit d'ordinaire à une augmentation des prix. La crise monétaire iranienne pourrait être bénéfique aux exportateurs iraniens qui comptent faire jouer la concurrence et convaincre des clients à l'étranger de se tourner vers l'Iran pour profiter des cours bas du rial. Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, parti en Israël offrir 50 000 € pour les forêts dévastées dans les territoires occupés après les incendies, aux frais des contribuables et des habitants donc de cette région qui nous écoutent en ce moment même. C'est une information importante à écouter, ce discours hallucinant prononcé en Israël avec Meir Habib, bien sûr, à côté, reçu ensuite les deux par Netanyahou, le Premier ministre israélien. Écoutez ce discours absolument hallucinant, un discours que l'on n'entendra évidemment pas sur les chaînes d'info télé en France. Alors si nous avons souhaité, avec mes amis, être présents parmi vous aujourd'hui, c'est également pour vous annoncer qu'avec le soutien de ma majorité régionale, une subvention de 50 000 € sera versée dans le courant du premier trimestre au KKL par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour contribuer au reboisement de la forêt détruite. Et c'est en raison de nos liens indéfectibles ancrés par tant d'années de coopération et regrettant profondément que mon pays, la France, ne se soit pas opposé à la résolution unique adoptée par le Conseil exécutif de l'UNESCO, que je veux citer ici la phrase du livre d'Isaïe: « Pour Jérusalem, je ne me tairai point ». En même temps, je sais que vos mots qui nous ont touchés, qui étaient des mots de remerciement, mais nous n'avons pas à recevoir de remerciements de votre part. Quand on est frère, on ne se remercie pas. On appartient à la même famille, à la même équipe. On défend les mêmes convictions, les mêmes valeurs. On se soutient. On ne se fait jamais défaut. Hallucinant, hein, ce discours de Estrosi en Israël. Je pense que tout est dit. Hein. Voilà. Tout est dit. Sur son discours, tout n'est pas dit parce qu'en fait, pour tout dire, étant donné que cet élu du peuple français, comme il l'a très bien dit, c'est avec l'accord de son équipe régionale qu'ils ont octroyé donc 50 000 €. C'est une somme symbolique, mais c'est plutôt le symbole en fait le problème. Et mais ça a plus de valeur le discours qu'il est en train d'avoir parce que là, je suis en train de me dire, il est en train de citer la Bible pour justifier son aide encore fraternelle, qui désigne comme fraternelle, à Israël, avec pas l'argent de Madame et Monsieur Estrosi, non, ni de son père ou là je sais pas quoi, mais de l'argent des Français. Voilà, des contribuables de la région. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il cite la Bible. C'est ça que ça m'étonne.
Sabrina? Alors j'ai vraiment apprécié, ironiquement parlant bien sûr, le côté nous partageons les mêmes convictions, mais les mêmes valeurs. J'aurais voulu qu'il s'autorise, qu'il fait depuis le départ, donc il s'autorise à aller au bout. Qu'est-ce qu'il entend par conviction? Il a cité la Bible. En soi, c'est bien on peut pas lui reprocher de vouloir soutenir un pays. Ce qu'on peut lui reprocher, par contre, c'est vraiment de le faire aux dépens de ce qui se passe à côté et allons encore plus loin au sein même de son propre pays. Voilà. On peut, Sabrina. C'est 50 000 euros. Donc c'est bien qu'il serve à cette, à cette... On peut lui reprocher de soutenir Israël, Sabrina, pour la simple et bonne raison que la position diplomatique française n'autorise absolument. Non, mais il va pas dans le sens. Il dit malgré ce que mon pays a décidé, moi je viens en tant que frère. Aux frais du contribuable. Et là, qu'est-ce qu'il cite? C'est vraiment ça qui m'interpelle. Oui, mais ce qui m'interpelle vraiment. C'est-à-dire déjà, il y a des prises en charge psychologiques, ne serait-ce que des personnes à Nice. Est-ce qu'elles sont prises financièrement et psychologiquement comme il se doit? Est-ce que, enfin voilà, je veux dire, je pense que financièrement, cet argent aurait pu aller ailleurs, ne serait-ce que pour son peuple en France. Plus que l'argent, c'est le symbole et le principe. Parce que des cellules d'aide psychologique, c'est sûr qu'il y en a. On est tous d'accord là-dessus. Mais là, pour moi, ce qui est le plus grave et important, c'est le fait qu'il cite la Bible. Et là, ça devient, on rentre dans autre chose là. Allez, à tout de suite sur France Mayab 201 40 33 9000. C'est le LGF, Sabrina Artiste et Hakim Rahal sont avec nous. Le LGF, le grand forum en ce jeudi 29 décembre, bienvenue à vous avec Hakim Rahal qui est avec nous, avec Sabrina Artiste aussi pour commenter l'actualité avec vous. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, c'est le numéro de téléphone du grand forum bien sûr. Et je vous précise que le réveillon aura lieu samedi soir, ça j'apprends rien à personne, mais que on sera probablement la seule radio à être en direct puisque l'ami Medjed sera là pour passer le réveillon avec vous offrir des cadeaux, la bonne humeur légendaire de notre ami Medjed dès 23h samedi soir pour vous accompagner jusque très tard dans la nuit et vous faire passer le cap de 2017. Donc amis chroniqueurs du grand forum, si vous avez envie de passer une bonne année aux auditeurs, n'hésitez pas après minuit, vous appelez la radio et voilà, vous pourrez le faire comme on le fait d'ailleurs chaque année après minuit. Voilà, on appelle Medjed et on souhaite bonne année à tous les auditeurs auditrices histoire de bien commencer l'année 2017 qui sera riche, je pense, en actualité et on aura de quoi commenter l'année prochaine, n'est-ce pas mon cher Hakim? Bien sûr, on va attaquer direct avec les primaires de gauche, la primaire de la gauche. Ouais, c'est ça. Et on en parlera d'ailleurs parce qu'il y a présidentielle, législative, grosse actu. Grosse actu bien sûr avec donc cette élection présidentielle, cette élection législative et la rentrée aussi de Donald Trump. Et la rentrée de Donald Trump le 20 janvier prochain. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Oui, il va y avoir de belles choses. Hein. Ouais. Sabrina Artiste à la télé. Je vous en dis pas plus. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Tu fais des pubs pour la lessive? Oui, voilà, merci. Yes. Voilà. Attends. Il est tellement gentil, Hakim. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'entretien. Ça m'avait pas manqué, tu sais. Ah, mais tu sais que la pub ici pour la lessive, c'est très important. Oui, mais écoute, vas-y. Postule, ma foi. Pourquoi pas, j'ai aucun problème avec ça, moi. Ouais, tu veux faire de la télé, Hakim? Je sais pas si la télé veut de moi, mais il y a pas de problème, moi, je vais partout. Ouais. Écoute, si jamais lors de mon émission on a besoin de pub, on fera appel à toi. Exactement. Ou alors si vous voulez manger une petite pizza pour offert par l'équipe de Pizza Fox pour l'équipe de la télé, n'hésitez pas. À Duny. Ouais. Mais ils livrent pas par contre. Faut se déplacer. Faut se déplacer. Voilà. Bon, 01 40 33 9000. Tu seras ouvert d'ailleurs le soir du réveillon, Pizza Fox? On ferme à 23h. Ah, d'accord. Donc vous avez jusqu'à 23h pour aller manger une petite pizza du côté de chez Hakim. Voilà, à Duny. La pub est en fait. On va passer au premier sujet avant de passer aux avis tranchés. Alors, on parle de cette solution des deux États en Israël et en Palestine. La seule voie possible, c'est le plaidoyer que le secrétaire d'État américain John Kerry a prononcé hier à Washington. John Kerry qui prononçait l'un de ses derniers discours avant de quitter ses fonctions pour laisser la place à l'équipe de Donald Trump. Il a donc tenu à rappeler quelle était la ligne des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Et selon Jean-Paul Chenelot, directeur de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, Donald Trump pourrait modifier cette posture historique américaine. Je propose de l'écouter, on en parle dans un instant. Il y a une ligne politique américaine qui est à la fois très proche d'Israël et toujours en faveur de sa sécurité, mais en même temps fondée sur la défense de ses résolutions. Entre les paramètres Clinton et puis ce qu'a dit Kerry aujourd'hui, il n'y a pas de différence, à mon avis, fondamentale. Donc c'est si Trump changeait de posture que effectivement là on aurait un revirement important de la politique américaine qui consisterait à soutenir pas simplement Israël, ce qui a toujours été le cas,
Il faut bien comprendre ça, mais soutenir la politique de colonisation sont deux choses bien différentes. Les Américains veulent soutenir la sécurité d'Israël depuis toujours, mais ils n'ont jamais accepté le principe de la colonisation et ont toujours considéré les territoires de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est comme des territoires occupés. Voilà pour l'analyse en tout cas de Jean-Paul Chianolo. Alors Sabrina et Hakim, après cette résolution, évidemment, Israël a du mal à digérer. Hein. Bah oui, il y a quelque chose. Bon, les résolutions, il y en a plusieurs centaines qui ont été bafouées par Israël. Là, c'est pas nouveau, mais il y a une information que on entend presque jamais, Christophe, dans les médias. Et je voudrais en profiter aussi pour le rappeler. Et je souligne aussi le discours que tu as de Estrosi là à Israël. Quand il a évoqué la Bible. Et là, on vient de parler des colonies israéliennes, les résolutions de l'ONU, elles sont pas respectées, etc. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, et moi, avec mes amis d'enfance de confession juive, on en parle tout à fait normalement, c'est que le projet de Israël, c'est bien évidemment, et c'est connu par tout le monde, c'est le retour à la terre promise. Ouais. Et donc ça, c'est des références religieuses. Voilà. Et si on va plus loin, retour à la terre promise, c'est dans un projet. Il y a un projet là, qui arrive, c'est l'accueil du Mashiach. D'ailleurs, il y a une phrase prononcée par John Kerry très intéressante hier. Il a proposé, il a dit voilà, si Israël veut être un État juif ou un État démocratique. Il a fait la nuance. Très bien. Bah tu vois, au moins il souligne le fait que la question, tu vois, il pose la question et il met en perspective l'aspect religieux, parce que toujours c'est omis, oublié, à force de parler de résolution de l'ONU, de conseil, de droit, de règlement, on oublie que la genèse du projet, c'est ni plus ni moins que le retour à la terre promise pour la préparation de la venue du Mashiach. J'ai habité 4 ans moi vers Port-Chaumont. Donc j'ai des voisins de confession juive, sur leur voiture c'est écrit Mashiach arrive, préparons sa venue. Normal. Et on n'en parle jamais. Pourquoi? Sabrina, artiste, est-ce que l'année 2017 sera peut-être l'année de la solution, ou alors il va falloir encore attendre des siècles? Je pense que aucun d'entre nous ici présents ne pourra prédire ce qu'il en est. Après, si tu me demandes qu'est-ce que tu espères, oui, je pourrais te le dire. Bien sûr que j'aspire à cela. Ceci étant, je reste réaliste, et je sais aussi qu'il y a l'investiture de Trump. Je sais aussi que 2017 en France, voilà, ce sont quand même des pays qui sont lourds de conséquences par rapport à leur choix, pour reprendre l'expression qu'on a entendue, leurs convictions et valeurs internationales. Donc oui, 2017 pour moi c'est sur certains points c'est un point d'interrogation. Ouais, point d'interrogation. C'est vrai, on a un tournant de l'histoire, je pense. Ouais. On a un tournant on est en train de dépasser je pense que c'est maintenant qu'on va sortir du XXe siècle. Est-ce que Barack Obama aurait pas pu le faire plus tôt finalement et aller au bout de ça? Je pense que Barack Obama, il est arrivé à un moment donné. Si tu veux, c'est plus il a fait ou pas fait des choses, c'est pas le sujet. Puis je suis pas là pour décortiquer son parcours politique. Mais moi, par exemple, en tant que citoyenne du monde, quand je vois Barack Obama, je me dis que Barack Obama, il est arrivé à un moment donné où, si tu veux, c'est un petit peu comme une des meilleures pubs que les États-Unis avaient besoin. Tu comprends? Donc c'est le côté marketing, tu vois ça comme ça. Très bien, bien visé, Sabrina. Après en interne, ça n'a pas empêché des crimes des crimes raciaux complètement incroyables. La police, voilà, des gens sont morts quand même parce qu'ils étaient blacks. Hein. Et donc ce que tu dis, ça prouve bien. Très très grave. Et ce que tu dis, ça prouve bien que c'est pas basé sur un homme présidentiel, mais il y a bien une administration. Donc quand toi tu poses la question, Christophe, oui, on est déçu par Barack Obama. C'est trop naïf ça. Non, j'ai pas dit qu'on était déçus par Barack Obama. J'ai dit est-ce qu'il aurait pas pu le faire plus tôt, justement, le fait de s'abstenir et donc de faire passer cette résolution. Barack Obama appartient à une majorité politique. Il a une famille politique. Il y a un lobby. Il faut parler de lobby. Il y a un lobby extrêmement puissant. Oui, bon, le lobbying certes, mais surtout que les idées politiques, elles appartiennent pas qu'à un individu qui vient comme ça. C'est pas un prophète, Barack Obama. Il a un parcours politique, il appartient à une famille politique. Ouais. Il y a une administration. Voilà. Non, mais je sais par exemple que à l'époque, si on retourne quelques années plus tard, lorsque Barack Obama n'était pas encore président, mais en tout cas qu'il était en voie de l'être. On entendait souvent, je sais pas si vous vous en souvenez, on entendait souvent qu'il a des origines musulmanes. Ouais. Vous en rappelez un petit peu ça? Hussein Barack Obama. Exactement. Et donc du coup, on pensait, on l'a beaucoup entendu, on pensait que cette signature musulmane allait lui permettre en fait d'être un pont, quelque chose. Exactement, Hakim, d'être un pont, une passerelle potentielle entre
l'Occident et ce qui se passe dans les pays où en tout cas où l'islam n'est pas vu comme il devrait être. D'accord. Il y a eu le grand discours du Caire, le fameux, je crois que c'est le plus important à destination des musulmans. Il y en a même, ils l'ont dit, c'est la khutbah, le prêche, tellement c'était beau, on va dire. Mais encore une fois, c'est un homme qui connaît le verbe, c'est un homme de belles paroles. C'est pour ça que je dis, de toute façon, on peut pas reprocher au marketing d'exister, peu importe le domaine, parce que le marketing fait que tu vois le produit. Quoi qu'il arrive. Après, si le produit c'est de la qualité ou pas, c'est autre chose. En l'occurrence, le produit là, c'est un homme politique de la première puissance mondiale. Donc, il n'est pas tout seul à décider. Voilà, c'est ça. Allez, on va accueillir Ahmed avec nous au standard au 01 40 33 9000. Messieurs, dames, n'hésitez pas à prendre la parole. Ici, on vous la donne, mais vraiment, véritablement, quoi. En tout cas, pour ceux qui ont des choses à dire, pour ceux qui veulent juste simplement s'écouter à la radio, c'est pas la peine. Il y a d'autres radios pour ça. Ahmed, bonsoir. Ah mince, j'entendais pour m'écouter parler à la radio. Ah bah si tu peux t'entendre parler, t'écouter à la radio, mais t'as des choses intéressantes à dire, t'es le bienvenu quoi. Je vous en remercie d'avance. Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que vous avez parlé justement de, je veux dire du Maché, du Messie que les Juifs attendent, etc. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que en fait, ceux qui attendent le Messie, c'est plus les évangélistes américains qui représentent pratiquement 60 millions à peu près d'Américains. C'est-à-dire qui ne veulent plus de Palestiniens, parce que voilà, justement, dans les écrits, dans leurs écrits, au niveau de leurs convictions et de leurs croyances, il faudrait qu'il n'y ait plus de Palestiniens pour que le Messie puisse avoir une terre juive, pour qu'il puisse revenir. Ahmed, plus de Palestiniens, non. C'est avoir la possession et la mainmise sur la gestion de Jérusalem. C'est pas plus de Palestiniens, c'est pas possible. Non, je vous précise, c'est ça, que les non-juifs partent de la Palestine. Ça fait le jeu, bien sûr, les Israéliens, ça les arrange. Les non-juifs partent de Palestine. Situation. Non, mais attendez. C'est-à-dire, vous savez, bon, je vais dire les évangélistes, leur but pour que, c'est-à-dire le Messie puisse venir dans cette région, il faut qu'il n'y ait qu'une région, c'est-à-dire occupée que par des Juifs. Ça c'est pas le cas, puisqu'en Israël il y a 20% d'Arabes. Attendez, laissez-moi terminer. Et donc, si vous voulez, il est bien évident que la situation actuelle convient très bien. Vous savez, bon, ils sont protégés, je veux dire, par justement ces sionistes, parce que c'est des sionistes chrétiens, je veux dire, qui sont à peu près une 52 millions, si ce n'est plus, aux États-Unis. Tous ces évangélistes qui défendent bec et ongle, je veux dire, les Juifs qui sont en Israël. Bon, il est bien évident que les Juifs, pour eux, ils disent et ils répètent que Israël, c'est un État juif, c'est un État religieux. D'ailleurs, à un moment donné, ils demandaient aux Palestiniens de reconnaître Israël comme un État juif. Ce que je veux dire par là, c'est que eux, la situation actuelle, parce que, vous savez, pour eux, le Messie, c'est l'inconnu, c'est plus tard, on verra. Mais du moment qu'ils sont protégés par les Américains par rapport, justement, à cette prophétie que les Américains, veulent réaliser, on est dans les Israéliens à bouter hors de cette terre les véritables Juifs, parce qu'il ne faut pas oublier que les Palestiniens, c'est eux, le peuple d'Israël. C'est pas un autre peuple, c'est le véritable peuple d'Israël, c'est les Palestiniens qui par la suite ont été soit islamisés, soit christianisés, et une partie qui, je suppose, est encore juive. Et donc il n'y a pas de peuple. Parce que si vous voyez un peu ceux qui ont immigré, c'est des juifs, je vais dire, enfin du moins des gens qui ont été convertis dans les pays européens ou au Maghreb, etc. Donc voulez-vous en venir où, Ahmed, parce que c'est un peu embrouillé. Non, mais c'est pas ambigu. Ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure vous avez parlé de Messie. Le Messie par rapport aux Israéliens, il n'est pas aussi important que le Messie des sionistes chrétiens, parce que après, qu'est-ce qu'ils vont imposer une fois que le Messie doit arriver? Ils doivent exiger des Juifs pour qui ils ont se sont battus pratiquement pour l'arrivée de ce Messie. Bien sûr, je vous dis la prophétie, bien évidemment. Après, c'est Dieu qui est le plus savant. Et donc, ils doivent normalement obliger les Juifs de se convertir au christianisme. Voilà, je veux dire le lien par rapport à. Ouais, ça, on parle des évangélistes, hein. Je précise. Là, c'est pas les Américains dans la totalité. Hein. Non, mais c'est une grosse partie quand même. Partie, voilà. Pas mal, hein. Mais ça, c'est la lecture, c'est la lecture évangéliste. Ça. Il y a une lecture judaïque, il y a une lecture musulmane, il y a une lecture
Palestiniens, parce qu'il faut que Catholiques. les Palestiniens disparaissent. Ils font même pas cas des chrétiens palestiniens. Je veux dire qu'ils souffrent exactement de la même façon que les musulmans. Ouais. Eux, pour eux, c'est que la terre d'Israël doit être uniquement, c'est-à-dire occupée que par des Juifs, c'est-à-dire les Israéliens en l'occurrence aujourd'hui, que par des Juifs pour que le Messie puisse venir, c'est-à-dire pour que le terrain puisse être propice à cela. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont bec et ongle contre les Palestiniens. Et je voudrais juste rappeler, Christophe, qu'on peut voter par Internet, parce qu'on a parlé du vote, il reste 2 jours. Il est possible pour ceux qui ne veulent pas se déplacer pour aller à la mairie, je vous le dis, parce que c'est une information en plus, si vous me permettez, donc de pouvoir aller voter à la mairie. Et il y a possibilité aussi pour ceux qui peuvent voter en 2017, c'est-à-dire qui ne le feront pas avant le 31, c'est ceux qui, par exemple, viennent d'avoir la nationalité, éventuellement, parce qu'il y a certains cas qu'il faut voir un peu sur Internet. Voilà. Merci Ahmed, Non. bonne soirée à vous, et on parlera d'ailleurs, si on a le temps tout à l'heure, d'un boom apparemment record en matière d'inscription sur les listes électorales, notamment à Paris. On en parlera donc tout à l'heure, c'est une bonne chose. Mais pour finir sur ce sujet, je précise que ce vote de la résolution à l'ONU demandant l'arrêt de la colonisation n'a pas créé des tensions qu'avec les États-Unis. Israël accepte mal le soutien du Sénégal à ce texte. Israël rappelle d'ailleurs son ambassadeur à Dakar pour consultation. Grosse brouille diplomatique, donc le Sénégal a en effet obtenu avec la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Venezuela que le Conseil de l'ONU vote une résolution donc pour l'arrêt de la colonisation israélienne sur les territoires palestiniens. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères sénégalais rappelle aussi que le Sénégal a constamment soutenu la recherche d'une solution juste et équitable au conflit israélo-palestinien. Voilà pour ce qui est donc de cette petite brouille diplomatique, petite grosse même brouille diplomatique entre le Sénégal et Israël. Israël qui également s'en prend à 10 autres pays qui ont voté cette résolution. Il y en a eu 14 en tout. Voilà pour être tout à fait clair et précis sur ce sujet. Et puis juste avant la pub et avant de passer aussi aux avis tranchés, je vous en avais parlé hier, donc je souhaitais vous parler de ce qu'il advient de cette brouille diplomatique, autre brouille diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie. Une délégation marocaine menée par le Premier ministre Abdelila Benkiran a été reçue hier à Zouerat en Mauritanie, un déplacement pour déminer la situation et dissiper les malentendus après la déclaration d'un responsable politique marocain qui avait souligné que la Mauritanie était une terre marocaine, des propos qui n'engagent ni le roi ni le gouvernement marocain, a affirmé Abdelila Benkiran, qui a d'ailleurs, d'après nos informations, été assez mal reçu par les responsables mauritaniens. On peut comprendre quand même. Allez, dans un instant, vos avis tranchés, celui de Sabrina, de Hakim, et on va parler évidemment de cette grande affaire qui est à la une de toute la presse française aujourd'hui. C'est la grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage. C'est le petit cadeau de fin d'année de François Hollande qui lui n'a plus rien à perdre. Et donc il va maintenant, ça y est, franchement, on y va. Est-ce qu'on va finir, tiens, je vous poserai cette question, est-ce qu'on risque de finir par regretter François Hollande? Moi je le regrette déjà. Sabrina? Moi je le regrette déjà. Hein. Parce que là ce qui se profile c'est Fillon. Non, pourquoi je dis ça? Parce que on a une échéance, on a 2 échéances importantes. On a un casting politique, on voit un petit peu ce qui va nous arriver. Et François Hollande, finalement, quand on y regarde de plus près, est-ce qu'il a été si mauvais que ça? Est-ce qu'il a un bilan aussi catastrophique qu'on veut bien le faire croire? Quand t'as dit est-ce qu'on le regrette, je pense que regretter ce qu'il n'a pas fait, regretter ce qu'il a fait, parce qu'il y a certaines choses qui sont regrettables. Donc oui, dans ce sens-là. Et à côté, forcément, quand tu dis ce qui t'attend, forcément que on ne peut que regretter. Mais il n'y avait pas un problème de personne finalement. Véritablement, c'est sa personne qui passait pas avec les Français. Bah, il avait annoncé, je suis pour la présidence normale. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est la thèse et l'antithèse, les 2 derniers quinquennats. Sarkozy, président bling bling, et Hollande, président normal qui prend son scooter pour aller voir sa deuxième copine, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Voilà. Tu peux dire, hein, sa maîtresse quoi. Non, c'est pas maîtresse parce qu'il est pas marié avec l'autre. Ouais, mais d'accord, oui, c'est une maîtresse quoi. il était quand même engagé. Donc C'est sa halal. Non, je dirais pas ça. Non. Christophe, on n'a pas la même notion de halal. Ça va plus Non, du je tout. plaisante. Ça On va, en discutera après la on peut radio. faire un peu d'humour quand même, Hakim. Oui, bien, c'est Bon. vrai. Bah, c'était de l'humour quand je disais qu'il avait parti voir sa deuxième copine. Sa halal. C'était la deuxième copine. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la place de président de la République française, après les quinquennats de Sarkozy et Hollande,
elle a complètement changé de dimension. C'est plus les Chirac, c'est plus Mitterrand, c'est plus Pompidou. Ça, c'est On est passé avec Sarkozy d'un côté très incisif et presque un peu trop agressif pour le peuple français qui ne connaissait pas C'est sa manière de faire cela. d'avocat, oui, il rentre dedans. Ouais. Exactement, qui ne connaissait pas cela, à un côté très... il a un côté un peu néant, quoi, François Hollande. Ouais, il est très maladroit. Et il est très maladroit. Oui, il est très gauche, oui. Mais il est très malin par contre. C'est le cas de le dire. Il est Ça très gauche, voilà, hein. on peut être maladroit et malin également. Ah hein. oui, Après, absolument, ça n'empêche peut pas. être, Et vous savez que c'est quelqu'un, il paraît d'extrêmement intelligent. Hein. J'ai entendu ça des gens qui le côtoyaient. Il côtoie et apparemment quelqu'un d'extrêmement ferme aussi avec ses collaborateurs. Pourtant, il apparaît comme quelqu'un d'assez mou. En fait, je pense que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Barack Obama. En fait, dans le sens où là, on parle de François Hollande, on parle d'une entité, mais François Hollande, il est pas seul dans ses décisions. Oui, mais non, dans son comportement. Donc dans son comportement, moi, ce que j'ai relevé finalement de toutes ces années, c'est qu'on a senti avec le temps que François Hollande, finalement, il ne portait que son titre et que moi, c'est comme ça que je l'ai senti, qu'il le subissait carrément. Mais la courbe du chômage, elle va s'inverser là, elle est en train de s'inverser. Ah ben je sais pas. Il y a des choses quand même assez historiques quand même. Il y a certaines parties de courbe du chômage. C'est un record depuis 2008. Christophe, les chiffres on peut leur dire tout oui, parce que peut-être. il y a l'histoire de l'inscription par internet et les gens ne savent pas utiliser internet donc ils ne renouvellent plus leur inscription, ce qui fait qu'ils sont plus comptabilisés comme des chômeurs. Exactement. Il y a trop de trucs. Les chiffres on peut tout leur dire. Je parlais avec quelqu'un qui passe à Pôle emploi il y a à peu près 3 semaines. Et effectivement, elle m'expliquait qu'il y avait des petits rouages comme ça qui permettaient à changer la courbe dans un sens comme dans un autre. Les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Mais est-ce que finalement le fait d'être revenu à un quinquennat, ça n'handicape pas finalement le président? Est-ce que à l'époque on était à 7 ans? Bah c'est ce qu'il a dit Juppé. Hein. Il a dit moi c'est Juppé, non? Il voulait faire un seul mandat mais à 7 ans. Ouais, un seul mandat, un mandat unique pour 7 ans. Je pense que T'as fait Sarkozy 7 ans. Ou alors de faire à l'américaine tous les 4 ans. Non, de toute façon, le système de démocratie représentative français, il va mal, il est malade. C'est pas simplement le président qu'il faut revoir, c'est le mode de scrutin, c'est la manière du citoyen de pouvoir participer au débat politique. De l'engager. Il y a beaucoup de choses. Et puis le cadeau empoisonné de Jospin quand même d'avoir foutu les législatives après les présidentielles, c'est quand même un peu stupide, non? Bah, les législatives, oui et non, mais les législatives c'est le moment où on va choisir la majorité parlementaire, c'est ça? Donc vous élisez d'abord le président et après la majorité parlementaire. Et donc ça va déterminer cohabitation ou pas. Voilà. Donc c'est un peu. Non, c'est la base quand même. Non mais ça peut être positif quelque part. Ouais, mais ça peut être handicapant aussi. Oui, mais en même temps, c'est la démocratie, il faut faire avec tout le monde, tu vois. Ouais. Bon. C'est pas. Votre avis nous intéresse là-dessus, si vous voulez nous en parler, bien sûr, 01 40 33 9000. Mais avant cela, les avis tranchés et l'événement choisi pour l'année 2016 en forme de rétrospective pour l'ami Sabrina et revenir sur un accord historique pour l'ami Hakim. C'est à suivre dans un instant. C'est le LGF sur France Maghreb. De bon début de soirée à vous. LGF, le grand forum, c'est ici et nulle part ailleurs sur France Maghreb 2 avec Sabrina Artiste, avec Hakim Rahal sur France Maghreb 2. Et vous allez pouvoir apprécier, écouter, déguster les avis tranchés puisque c'est maintenant que ça se passe. C'est parti pour, juste avant de passer aux avis tranchés, je vous rappelle qu'on écoutera tout à l'heure cette superbe chanson écrite et composée par des femmes à l'occasion de la journée de violence faite aux femmes qui avait lieu le 25 novembre, si mes souvenirs sont bons. Et donc on écoutera ce titre. On peut reconnaître l'ami Carrie James qui a posé aussi dessus. Donc on écoutera cette chanson tout à l'heure en guise de coup de cœur sur France Maghreb 2 après 18h. Donc, mais pour l'heure, voici donc les avis tranchés de ce jeudi 29 décembre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Comme Hakim est très élégant, je le sais, il va laisser sa place à Sabrina Artiste pour son avis tranché. Je t'en prie. Merci. Alors, eh bien, en fait, ce que j'ai prévu de faire avec cet avis tranché, c'est de mettre en lumière des points qui m'ont marqué. Donc, je suis un peu mauvais élève parce que ce n'est pas forcément ce que tu nous avais demandé, Christophe. Mais j'avais envie de mettre en lumière certaines choses qui nous ont marqué en 2016 et d'autres moins connues qui méritaient justement d'être mises en lumière. Je vais commencer avec Valse 49.3. Ou l'art de jongler avec les marionnettes que sont le peuple. En un mot, une histoire à dormir debout. Je vais parler aussi de l'autre côté, de la Turquie, avec l'exemple d'un peuple qui se fédère. Pour moi, c'est quelque chose qui vraiment mérite d'être mis en lumière. Je vais parler de Fillon, et je vais le citer.
La France a du cœur, mais elle n'est pas assez riche pour être la terre promise de tous les peuples en détresse. Je vais parler également de Justin Trudeau, le premier ministre canadien, qui pour moi mérite d'être un exemple dans différents corps politiques et dans différents pays. Je vais parler de Calais. La France se divise entre ceux qui veulent recevoir et puis ceux qui veulent aider et puis ceux qui clairement parlent de jungle et déshumanisent complètement ce qu'est la détresse humaine et l'entraide. Et puis à côté, je vais parler aussi de Heidi. Alors Heidi, c'est un jeune Syrien d'Alep qui est âgé de 9 ans, qui vit à Met depuis 2013 et il a été élu au conseil municipal des enfants de sa ville. Voilà, ça je trouve que ce sont des choses qui font plaisir à entendre. Je vais parler de Nice, où une musulmane est la première victime d'un acte terroriste revendiqué par des, et je mets bien des guillemets, pseudo-musulmans. Du coup, on se pose quand même la question, nous musulmans qui n'arrêtons pas de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, comment expliquer le fait que finalement nous sommes aussi des victimes physiquement dans ce genre d'actes terroristes qui n'ont rien, et on le répétera jamais assez avec l'islam. À côté, en face, je vais parler de Noélia. Elle a 31 ans, elle est atteinte de trisomie 21 et elle est en Argentine et elle a obtenu un diplôme d'institutrice et elle exerce depuis 4 ans. Voilà. Pour moi, ce sont des choses qui font plaisir. Je vais parler de Trump. Non, no comment. Puis je vais parler de Selim Harik qu'on avait reçu ici. Il a été élu Mister France 2016, moitié français, moitié marocain. Et à travers ça, j'avais envie de saluer la preuve que la mixité l'emporte en France en 2016. Je vais parler également de Mohamed Ali, forcément, parce que cet homme-là nous a quittés, c'était un grand homme, qui disait « N'abandonne pas, endure maintenant et vis le reste de ta vie en tant que champion ». Et je vais conclure avec Abou Bakr, c'est mon fils, qui est âgé de 10 ans, qui m'a dit quelque chose d'assez pertinent. Et j'aimerais qu'on puisse s'en rappeler parce que ça m'a vraiment fait plaisir. On parlait en fait quand tu auras 18 ans, qu'est-ce que tu feras? Puis il y en a qui disaient moi quand j'aurai 18 ans, je passerai mon permis, l'autre oui, je pourrais conduire, je pourrais ceci. Et lui me dit maintenant moi mon rêve quand j'aurai 18 ans, eh bien c'est que je vais pouvoir voter. Et donc je me dis que finalement, il y a vraiment de quoi pouvoir croire, miser et continuer à miser sur cette éducation-là, sur la jeunesse de demain, parce que si aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, gros point d'interrogation pour 2017, en fait, la vie ne s'arrête pas à 2017. Ces enfants-là, de 10 ans, dans quelques années, eh bien, à nous de les préparer ce qui leur attend et à nous de faire en sorte qu'il n'y ait plus de points négatifs comme 2016. Et s'il y en a eu, qu'il y ait beaucoup plus de points positifs. On en est vraiment tout à fait capable. Voilà pour moi. Hakim, je suis sûr que tu vas faire un gros bisou à Boubacar. Hein. Oui, je vais faire à l'entrée. Moi, je kiffe les enfants. Oui, j'ai ramené mes enfants avec moi aujourd'hui. Je souligne un petit peu cette rétrospective de 2016. Justin Trudeau, c'est ça? Oui, le Premier ministre canadien. Trudeau. Voilà, donc j'ai été très sensible à sa manière de faire de la politique. Je trouve qu'il a révolutionné le métier et la vocation, d'ailleurs. Et on sent que cet homme, il va vers les gens et il travaille pour le bien de la collectivité et l'intérêt général. Et il vise juste en se rapprochant des minorités qui sont la majorité dans les médias, à savoir il a fait des très grands rapprochements avec les musulmans, il a jeûné, il a accueilli des enfants palestiniens syriens avec une chanson. Un rôle politique, tout simplement. C'est presque déplorable de se dire qu'on doit saluer ce qu'un homme politique est censé faire, fédérer. Oui, parce que la profession, elle a été entre guillemets salie, et lui, en fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait, c'est de réconcilier éthique et politique. Et comme il le disait si bien, donc je vais pas le dire texto, mais il expliquait en fait que on dit beaucoup de la jeunesse, voilà, ce sont les leaders de demain. Et il disait non, en fait, ce sont les leaders d'aujourd'hui. De maintenant, ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que Justin Trudeau représente clairement en fait ce potentiel qu'on a envie de mettre en valeur. Et donc voilà, grand respect à ce pays qui a voulu croire en la jeunesse et qui a fait aussi de cette jeunesse un exemple pour le monde. Et des Justin Trudeau, je sais qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. La lumière, elle a été mise sur lui. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y en a aussi localement ici en France. Il y en a aussi localement ici en France. Et à ces hommes et femmes-là, merci de faire ce que vous êtes et continuez à faire ce que vous êtes. Il faut encourager, effectivement. Et puis la petite note sur ton fils, Aboubacar. Oui.
très positive. Non seulement il t'a dit quand est-ce que je pourrais voter, moi à 18 ans, mais ce qu'on comprend un petit peu naïvement, c'est donc qu'il entend parler du vote certainement. Mais il n'y a pas que le vote en fait dans l'agissement de la politique, il y a l'investissement. Bien évidemment. Il y a l'investissement. Mais quand tu sais qu'à 10 ans, tu te dis, moi je sais qu'à 10 ans, à 18 ans, je m'imaginais déjà dans un château de princesse. Tu sais qu'à 10 ans, il se dit, il est où ton château de princesse? Il est quelque part j'ai perdu dans les méandres de mes rêves. T'inquiète, ça va venir. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de se dire qu'à 10 ans, il a ce regard c'est génial, citoyen et de se dire, et moi c'est ça qui m'avait marqué, c'est pour ça que je l'ai noté, mon rêve. Mais le petit Syrien aussi quand même ah ouais. à Metz. D'ailleurs, on nous écoute à Metz, on salue tous nos auditeurs des Metz et de sa région. Voilà, des Messins, les Messines. Exactement. Eh bien, bravo Sabrina pour cette rétrospective. On va passer à un choix fait par Hakim Rahal qui souhaite revenir lui sur un accord historique. Alors le 16, donc pour cette année 2016, mon avis tranché, donc il se porte sur une date ô combien historique et importante pour absolument chacun des êtres humains sur la surface de cette planète, à savoir le 16 mai 2016, les 100 ans des accords Sykes-Picot. Et c'est pas exagéré quand je dis tous les humains de cette planète, parce que à cette date-là, donc il avait été décidé entre les Anglais, donc c'est monsieur Mike Sykes et à travers Mike Sykes et un Français Jean-François Picot, un accord secret qui allait organiser entre ces deux nations le partage du Moyen-Orient après la défaite de l'Empire ottoman. Et ces accords, justement là, en le 16 mai 1916, étaient la base du tracé des frontières des États de la région. Frontières qui subsistent encore aujourd'hui, même si le soi-disant, même s'il y a le soi-disant conflit israélo-palestinien, même s'il y a la guerre. Il y a eu la guerre contre la Libye avec l'exécution de Kadhafi, même s'il y a eu la guerre contre l'Irak avec l'exécution de Saddam Hussein, paix à leur âme, même s'il y a la guerre encore en Syrie contre le président Bachar el-Assad, et l'irruption aujourd'hui, donc dans tout ça c'est dans cette région, des Daeshiens, voilà, qui semblent remettre en cause cet ordre établi. Ces accords-là, donc, on est beaucoup à les ignorer. Et pour ceux qui les connaissaient, donc ces accords de Sykes-Picot de partage du Moyen-Orient en 1916, il faut se le rappeler et on n'insiste pas assez sur cela. Pour quelle raison? Parce que c'est à ce moment-là que va se dessiner dans l'endroit de la planète où dans cette région où il y a 80% des réserves pétrolières. C'est énorme, c'est énormissime. Et donc l'intérêt de la division à l'époque, il était à travers un projet civilisationnel, on va dire européen, on va dire chrétien, contre l'Empire ottoman musulman, on va dire ça comme ça, voilà. Mais aussi avec un intérêt particulier pour le passage à l'époque de l'énergie d'une énergie qui était le charbon à l'énergie pétrole. Et aujourd'hui, donc en 2016, qu'est-ce qu'on a donc après ces 100 ans? Eh ben, on a un énorme conflit, une anarchie totale, un massacre, une barbarie quotidienne, où ça dans cette région, en Irak, d'accord, et en Syrie. On en parle encore aujourd'hui. Et parler d'aujourd'hui, encore une fois, j'ai dit plusieurs fois à l'antenne, ça nécessite vraiment d'être, si on fonctionne dans le bon sens et en bonne intelligence, ça nécessite le prisme, la connaissance du prisme historique. Ça nécessite de connaître ce qui s'est passé auparavant. Et donc, mon avis là-dessus, donc sur ces 100 ans des accords Sykes-Picot du partage du Moyen-Orient, mon avis là-dessus, c'est que donc nous ici à la radio France Maghreb 2, donc le nom c'est bien voilà, il est ce qu'il est, donc France et face au Maghreb, donc un pays, donc la France et Maghreb, donc 5 pays vraisemblablement réunis dans un seul et même nom qui porte celui de la radio, mais aussi qui porte quelque part notre identité à nous, les Français d'origine maghrébine ou africaine, donc les Français issus de la colonisation. C'est que je me dis que j'appartiens à la France, j'appartiens à la planète, j'appartiens à la France, j'appartiens à mes origines,
D'accord? Mais quand je lis l'histoire, comment je vais être face à cette histoire? Est-ce que je vais rejeter en bloc et avoir cette haine envers des gens qui, dès 1916, avaient pensé à ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, donc les guerres, les massacres, pour moi, ces accords de Sykes-Picot sont l'origine des conflits d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est aller avec cette haine contre, ou bien c'est de savoir comprendre, digérer cette histoire, d'accord, et de considérer, et il est là mon avis tranché, et de considérer comme primordial la notion d'humanité, la notion d'être humain. Si la barbarie, si plutôt l'idée d'un projet civilisationnel de domination en 1916 avait fait qu'ils avaient divisé cette région, et donc qui serait à l'origine donc des massacres et des barbaries aujourd'hui, des guerres, des conflits, des crises, dans cette région même, donc le Moyen-Orient. Et quand on parle de la région du Moyen-Orient, on inclut le grand, le Maghreb également. Donc ça va du Maroc, on balaye jusqu'à la Syrie, l'Irak. Voilà. Mais je prendrai donc c'est pas de faire naître une quelconque animosité envers ce projet civilisationnel de l'époque, donc entre les Français et les Anglais, de division du Moyen-Orient, mais c'est plutôt de se considérer et d'avoir cette maturité de considérer notre position aujourd'hui. Donc ici dans cette radio, dans ce pays, nous parlons en français, nous évoluons, nous avons été éduqués par l'école de la République française, et c'est de considérer avant tout la vie humaine comme ce qu'il faut arriver à préserver sans cesse. Mais pour préserver cette vie humaine, il faut absolument entretenir cette paix, entretenir la bonne entente, et ne pas aller dans, casser cette volonté dominatrice et prédatrice que certains hommes ont sur d'autres hommes. Voilà, c'est essayer d'arriver à casser cela. Et donc 2017, d'après l'actualité très très riche de 2016, 2017 est à observer avec la plus grande attention, et les années à suivre. Sabrina, partages-tu un petit peu cet avis tranché de notre ami Hakim, qui souhaite mettre donc la barre haute sur la paix, sur l'entente, et lutter contre l'esprit prédateur de domination sur les hommes et sur la nature. Oui. Parce que c'est ça qui a donné naissance en fait au conflit aujourd'hui. C'est de toujours vouloir la domination sur les autres et sur le sous-sol, l'énergie. Ce qui au final, je m'entends pas très bien à l'antenne, je sais pas si tout le monde m'entend. Je t'entends 5 sur 5, vas-y. Bon, si je m'entends pas et que tu m'entends, c'est sûr, t'entends, t'inquiète. Ce qui finalement est la problématique depuis des millénaires, Hakim. L'homme a toujours voulu, par exemple. Non mais même au-delà. Même avant, oui, bien sûr, non, c'est pour l'exemple de 2016, oui. L'homme a toujours voulu dominer l'homme a toujours voulu dominer la terre. Pas dans toutes les civilisations, il y en a qui étaient plus en harmonie avec la terre, étaient plus proches de la terre, de la nature et des hommes. Dieu merci, parce qu'on je crois que sinon la civilisation elle n'existerait plus. Donc ça c'est sûr. Mais non, mais tu me demandes, Christophe, si je suis d'accord avec Hakim. Je ne peux que être d'accord avec ta conclusion. Bien évidemment que l'appel à la paix et l'appel au compromis, à cette entente, elle est essentielle, et que cet appel-là se doit d'être un rappel continuel. Exactement, parce qu'il faut la donc t'as mis tout le monde d'accord pour finir l'année, Hakim. Ouais, c'est plutôt pas mal. On est d'accord avec la paix, mais il faut la faire aussi. Oui, et c'est ça, il faut la faire, il faut en avoir aussi la volonté de la faire. Allez, retour maintenant sur ce qui fait la une de la presse nationale aujourd'hui. C'est cette grâce, donc graciée par le président de la République, Françoise Jacqueline Sauvage, qui a été libérée, condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent. Jacqueline Sauvage donc bénéficie, je cite, d'une remise gracieuse du reliquat de sa peine d'emprisonnement, qui met fin immédiatement à sa détention, annonce faite hier après-midi par l'Élysée. La femme âgée de 70 ans avait bénéficié d'un soutien important d'une partie de la population. La grâce partielle lui avait été déjà accordée, mais sa demande de libération conditionnelle avait été, rejetée à 2 reprises par la justice. Son avocate, maître Nathalie Komazili, se dit terrassée par la joie et par l'émotion. Propose de l'écouter. C'était sa première réaction qu'elle a livrée à nos confrères. Écoutez. Je pense à tout ce qu'on a essuyé, comme déconvenu, comme désespoir, tout ce qu'on a aussi, on a été très décriés et on n'a jamais baissé la garde. Donc pour nous, c'est une immense réussite, c'est une immense victoire, et je pense à toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales aujourd'hui. C'est un message extraordinaire qui a été envoyé par François Hollande.
Voilà pour cette première réaction donc de Nathalie Demazini, avocate de Jacqueline Sauvage, jointe par nos confrères de France 3. Première réaction donc à cette annonce hier un peu surprise de François Hollande quant à la grâce totale de Jacqueline Sauvage. Une réaction à nous, Christophe, tu parles? Bien sûr. Ah d'accord, oui. C'est quand même très très significatif. Moi, je pense non seulement à cette dame, à cette dame, Christine Sauvage, mais je pense à toutes les femmes, à Jacqueline, mais à toutes ces femmes qui le vivent. Donc ils vivent cette violence conjugale quotidiennement. Et j'ai pas les chiffres là, mais on parle on parle de violence conjugale journalière, on parle de femmes qui meurent de cela. Tous les 3 jours, je crois. Voilà. Dès que les statistiques, elles sont très importantes. Maintenant, cette mesure du président sortant François Hollande, effectivement, elle est symbolique. Espérons qu'elle puisse reconsidérer les violences conjugales. Bon, quand on parle de violences conjugales, on parle généralement des violences des hommes envers les femmes. Donc voilà. Donc il existe aussi, j'ai entendu, des violences inverses, donc des femmes envers les hommes. Parce que la violence, elle peut être physique, elle peut être morale. Oui. Donc ce que je voulais rebondir sur ce que tu dis. Il y a effectivement, voilà, on ne peut que se réjouir de cette libération complètement légitime. Après, tu disais si bien, voilà, il faut pas oublier qu'il y a encore des femmes. Ah oui, je pense à elles en fait. C'est le moment de penser à ces femmes-là. J'ai envie de leur dire, ce qui s'est passé avec cette libération-là, bon, c'est pas de se dire que c'est bon, vous pouvez tuer votre conjoint. Enfin, je caricature un peu. C'est pas ça, oui. Bien évidemment. Mais c'est un signal, il y a un signal quelque part. Je sais pas comment l'interpréter. Il y a une grande symbolique. Il y a une très grande symbolique dans la libération de Jacqueline Sauvage. Et elle était essentielle parce que on est en train de dire à une victime, en gros, on ne légitime pas les violences que tu as subies. Ces filles aussi qui ont subi des violences, des viols. C'est quand même très très lourd. C'est de se dire, plutôt aller plus loin, de se dire si elle en est arrivée là, qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là? Tu vois, si tu vois. Oui, je vois. Donc à ces femmes-là, il faut se dire la symbolique de cette libération, elle est dans le fait de se dire j'ose espérer en tout cas que voilà, que dans le système politique il y a une autre prise en charge qui va être faite par rapport à ces femmes qui subissent des violences. C'est déjà énorme ce qui se passe et c'est très bien pour les aider à sortir du silence, mais de se dire cet accompagnement-là, eh bien, si on en arrivait à avoir des femmes qui se sont retrouvées meurtries dans leur silence et se retrouver à commettre l'irréparable, mais parce qu'elles ont vécu aussi l'irréparable, eh bien, tu vois, c'est qu'il y a une faille quelque part. Et cette faille-là, politiquement parlant, elle peut être réparée. Donc tu vois, essayer de réévaluer, de réétudier comment accompagner ces femmes-là, et au-delà de les accompagner, comment aussi prospecter, parce qu'il est là le problème. C'est prospecter pour pouvoir les sortir de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui le vivent et qui restent terrés dans ce silence-là. Oui, parce que c'est le traumatisme qui fait que les personnes ne veulent pas en parler, ne veulent pas porter plainte, ne veulent pas porter ça dans leur entourage, auprès de leur famille. Les conséquences, il y a un traumatisme, mais les conséquences d'un prochain traumatisme, de savoir je subis quelque chose, donc je suis complètement détruite. Est-ce que j'ai même pas eu le temps de me reconstruire? Est-ce que j'ai les épaules qui sont détruites pour pouvoir porter le regard des autres qui vont découvrir ceci, cela? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bon, c'est assez compliqué. De toute façon, on est dans l'ordre de la psychologie, mais en tous les cas, le message de François Hollande, il peut être une espèce d'étincelle pour cette femme actuellement qui est battue, violentée physiquement, psychologiquement, pour essayer de sortir de cette prison, parce que c'est vraiment des sujets qui sont très très lourds. Certes, il y a l'effet d'annonce, donc c'est la joie pour cette dame, mais après, moi je me dis, les femmes qui sont en train de souffrir là actuellement, qu'elles aient des enfants ou qu'elles n'aient pas d'enfants, c'est encore plus dur pour une femme qui subit des violences. Quel effet elle peut avoir cette annonce? Quel message, comment ils peuvent interpréter cette annonce? C'est pour ça que je te dis que le message qui doit suivre doit être un message où on se dit, bon, maintenant il y a un point et il va falloir le relever et de se dire, à partir de là, comment faire en sorte pour prospecter. La prévention, en fait, c'est la prévention. Les réactions sont nombreuses. Politiques, de Marine Le Pen à Benoît Hamon, cette grâce totale a été saluée. Donc là, pour le coup, François Hollande, c'est le président de l'unité. Sa cote de popularité va augmenter, c'est sûr. Alors, autre réaction
celle de la députée porte-parole du Parti des Républicains, Valérie Boyer. Elle est membre du comité de soutien à Jacqueline Sauvage. Et pour elle, cette grâce aurait dû être décidée bien plus tôt. Je propose de l'écouter. Elle arrive tard. Elle aurait pu arriver l'année dernière. Elle aurait pu arriver pour Noël, si les fêtes de Noël ont une importance pour Monsieur Hollande. Parce que pourquoi le faire 3 jours après Noël? Enfin bon, bref, elle arrive. C'est l'essentiel pour Madame Sauvage. Mais je pense que c'est aussi un signal pour ces femmes victimes de violences conjugales. Je rappelle quand même à vos auditeurs qu'il y en a 140 à peu près, entre 130 et 140 qui tous les ans meurent sous les coups de leurs conjoints violents. En général, ce sont des femmes. Il y a des hommes aussi, mais très très peu. Et donc, il faut penser à elles. Il faut faire évoluer la loi. J'ai fait des propositions très concrètes pour que l'emprise soit reconnue en droit français, pour qu'on ait de la considération pour les femmes et les enfants de ces familles qui sont pas assez bien protégés par la loi aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses à faire encore. Que ces choses-là, eh bien, il faut qu'on les mette en œuvre. Voilà la réaction de Valérie Boyer, donc membre du comité de soutien à Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage, elle était en prison depuis plusieurs années. Oui, 4 ans. Depuis 4 ans, d'accord. Voilà. Puis elle était condamnée elle était pas condamnée à 7 ans, hein. Elle était condamnée à un nombre assez, j'ai pas le chiffre en tête, mais si quelqu'un l'a, je sais que c'était un nombre assez conséquent, hein. En tous les cas, ce qui est à saluer dans cette information, c'est que l'importance de ce sujet de la violence à l'encontre des femmes. Et on n'en parle pas assez, et c'est parce qu'on n'en parle pas assez que les conjoints violents, ils continuent à leur violence, et que les femmes violentées continuent à se taire. Au lieu de parler tout le temps, les musulmans ils sont comme ci, l'islam c'est comme ça c'est des vrais sujets de société que la France, que les politiques français doivent s'atteler dans une société soi-disant démocratique et avec les avancées civilisationnelles que nous connaissons aujourd'hui en France. C'est pas normal encore qu'on n'arrive pas à régler ce genre de choses. Alors, je vais vous parler parce que on parle de grâce. Est-ce que c'est la première dans la 5e République? On va faire un petit historique dans un instant puisque ça a commencé bien plus tôt. Mais juste un rappel aussi historique avec Abdelrahman qui souhaite nous faire partager un fait. Salut Abdelrahman. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir vos invités. Je voulais juste faire rappeler un grand monsieur, un grand révolutionnaire qui a été assassiné en 1957, le 27 décembre 1957. C'est monsieur Abbar Ramdan. Ouais. Abbar Ramdan, ce qu'on appelait à l'époque, c'est l'architecte de la révolution. Donc il a été assassiné en 57 au Maroc. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les livres historiques en Algérie, on ne dit pas la vérité sur son assassinat. On parle même pas. Donc je voudrais rappeler aux auditeurs et puis aux Algériens qu'un bon monsieur qui a été assassiné au Maroc par les 3 B, Bosrouf, Bentobal et Belkacem. Donc et puis aujourd'hui l'Algérie, on ne dit pas toujours la vérité sur l'assassinat et le motif, la cause de son assassinat. Donc je voulais juste rappeler ça. Et merci beaucoup en tout cas pour le rappel, il est important. Merci à vous et puis merci aux auditeurs et merci à vos invités. Merci Abdelrahman. Merci beaucoup. Alors est-ce que j'ai le temps là avant la pub? Oui. Donc prévu par la Constitution, la grâce présidentielle est une prérogative qui donne le droit au président de dispenser d'une peine, une mesure utilisée avec parcimonie sous la 5e République. Sa portée est d'autant plus symbolique avant 1981 et l'abolition de la peine de mort. Ainsi, François Hollande sera le dernier président à accorder la grâce à un condamné à la sentence capitale. Philippe Maurice, âgé de 23 ans, devait être exécuté pour le meurtre de 2 policiers. Sa peine sera transformée en réclusion à perpétuité. 15 ans plus tard, Jacques Chirac l'accordera à Omar Haddad, ce jardinier accusé du meurtre de Ghislaine Marchal. Mais il y a aussi des grâces plus polémiques, comme celle accordée par le président Pompidou à Paul Touvier, patron de la milice lyonnaise sous l'occupation. La grâce ne constitue pas aussi ne constitue pas une absolution de la faute ni ne diminue au respect qu'on doit aux victimes, justifie-t-il. Accusé à nouveau de crimes contre l'humanité en 94, Paul Touvier mourra en prison. Jacqueline Sauvage gardera sa condamnation inscrite dans son casier judiciaire, même gracié par le président de la République, lui qui, 10 ans plus tôt, alors secrétaire du Parti socialiste, proposait de supprimer cette prérogative. Vous voyez que voilà, on est
Comme quoi, voilà, 10 ans plus tôt, il proposait de la supprimer. D'ailleurs, comme le 49.3, et puis bon, bah voilà. Ah, mais 49.3, c'est une radicalisation express quand même, hein, de ce qu'il a fait. Entre le moment où il l'a proposé, et puis juste derrière, il l'enlève. Non, c'est un peu schizophrénique. L'autre, il a mis 10 ans quand même, hein. Mais c'était bon, en tout cas, de faire un petit rappel historique pour voir un petit peu ce qui avait été, à quelle occasion avait été utilisée cette fameuse grâce totale, qu'a fait François Hollande, qu'a utilisé François Hollande. Bien sûr, précisons d'ailleurs que Jacqueline Sauvage avait fait une demande pour pouvoir aller passer les fêtes de Noël en famille, ça lui avait été refusé. J'ai l'impression que la grâce présidentielle, c'est une forme d'humanisme de la justice. C'est-à-dire quand la justice perd sa compréhension de l'être humain et donc condamne après des plaidoiries, la grâce finalement, elle va être au-dessus de cette décision de justice du magistrat et d'aller dans la compréhension de l'accusé. Comme tu as très bien dit, son casier judiciaire, il sera encore, ça sera encore acheté, ça sera inscrit. Ouais. Mais quelque part, en fait, la grâce, c'est une forme d'humanité supplémentaire et c'est pas suffisant, en fait, un cas par an. Il en faut beaucoup plus. Bon, alors dans un instant, on va ouvrir une petite page politique avec ces primaires qui arrivent à grands pas. On va parler aussi de ce boom d'inscription sur les listes électorales et c'est tant mieux, ça nous ravit tous. Notamment dans une grande ville comme Paris, on a franchi des records, paraît-il, depuis les années 78-79. Ah super, on a des chiffres. On a des chiffres, yes. Et je vous les donne dans un instant, et sans oublier les coups de cœur de notre très chère Sabrina et Hakim. Alors apparemment, nous sommes de retour sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous encore une fois. C'est bizarre, hein, ce qui se passe là, c'est le bug de fin d'année. Voilà, donc oui, c'est ça. Je sais pas si c'est tout ça, mais en tout cas, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. Effectivement, nous sommes de retour avec Hakim Rahal et avec Sabrina Artiste, voilà. J'adore Christophe. Non, parce que là, j'ai pas de trucs qui se mettent en même temps, c'est pour ça. Okay. Voilà. On est en train de régler tout ça, bien sûr. J'espère que ça va se calmer tout de suite. Hein. Les ordinateurs, des fois, quand ça marche pas, c'est vraiment très agaçant. Hein, voilà, ils ont droit à ça, ils ont bien travaillé toute l'année. Ils se lâchent là. Ouais, c'est clair. Ah bah tiens, il se remet en route le truc. Ah bah. Formidable. Ok. Ouais, formidable. Allez, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h30. C'est votre LGF, le grand forum. Donc, je voulais qu'on parle un peu politique maintenant, si vous le voulez bien. Allons-y. Avec la primaire de la gauche qui est dans moins d'un mois, le 22 et 29 janvier prochain. 7 candidats vont s'affronter. J'ai nommé Jean-Luc Pédamias, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Payon, Sylvia Pinel, François de Rugy et évidemment le Toréador. Ouais. Seront 7 au total puisque les socialistes Gérard Filoche et Fabien Verdier qui contestaient leur éviction de la primaire de la gauche ont été déboutés, annonce faite hier par la haute autorité des primaires. Le tribunal de grande instance les a condamnés à verser 3 000 € chacun au Parti socialiste en guise de dédommagement des frais de justice. Je rappelle que leur candidature avait été écartée en raison d'un nombre insuffisant de parrainages. La course à la présidentielle qui se poursuit, bien sûr. Alors un petit mot sur cette primaire de la gauche. Qu'en attendez-vous, mon cher Hakim et Sabrina ? La mission pour la gauche, parce que c'est la première dans l'histoire de la Ve République que les primaires sont organisées hors membres du parti politique et donc qui sont ouvertes à l'ensemble des votants français. Et donc l'exercice qui a été relevé par la droite, il a été plébiscité, ça a été une réussite vraisemblablement. Donc ils ont atteint, je crois, c'est 4,6 millions de votants au second tour de la primaire de la droite, avec les 3 débats télé. Maintenant, la gauche, donc la famille politique sortante, les socialistes, vont-ils arriver à mobiliser autant de personnes donc après les fêtes, après Noël, donc quand les choses sont un peu plus détendues, on va dire ça comme ça. Ça c'est la question qui reste, parce que si ils atteignent pas les 4 millions de votants, mais ils sont plutôt dans les 500 000 votants ou le million, ça veut dire beaucoup sur l'avenir, sur la présidentielle à suivre, l'intérêt qu'ils ont pour la gauche en fait. Ça c'est une chose, donc sur le nombre de futurs participants et cette fois-ci, j'aimerais bien savoir comment, parce que encore une fois je l'avais dit, je le redis, la candidature de Manuel Valls, Premier ministre, qui démissionne de son poste au pouvoir pour pouvoir se présenter à la présidentielle, j'ai trouvé ça, je sais pas, il y a ridicule ou petit, ou j'ai trouvé ça, c'est très très déconcertant quand on réfléchit. Il est en politique, il a un mandat, il a une mission, il a un contrat. Il dit moi, j'arrête, et donc j'arrête d'être Premier ministre et je vais aller me présenter
et donc il se transforme finalement il perd le mandat donc de Premier ministre, hein, et puis il se transforme en candidat. Je sais pas, je vois comme l'opportunisme. J'aime pas ça, je préfère ça, je prends ça. Et donc on comprend bien que l'intérêt finalement pour la responsabilité politique, pour le bien collectif, il passe après l'intérêt personnel. Je sais pas, tu vois Sabrina par exemple, t'es au pouvoir. T'arrêtes d'être au pouvoir pour redemander le pouvoir. Ouais. C'est comme si c'est un jouet en fait. Ouais, il joue. Dire, en fait. Et moi je trouve que c'était un coup dur encore un autre coup dur pour la gauche parce qu'il y a besoin de réconcilier les peuples français avec la politique, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui politique ça rime beaucoup avec magouille, privilège. Domination, temps, si classe sociale d'oligarques. Avec ça, c'est pas arrivé par hasard non plus, hein, c'est pas un mythe urbain. Hein. Oui, mais justement, voilà. Et donc, la primaire de la gauche, pour revenir très précisément à cette question qui nous attend là, est-ce que ça va être un moment de ridiculisation du Parti socialiste ? Point d'interrogation. D'accord ? Parce qu'on entend beaucoup qu'il faut qu'il se refonde et il donne un nouveau nom au parti, comme déjà le RPR il est passé à l'UMP il est passé aux Républicains. Et les socialistes ils sont toujours à la traîne. Donc cette primaire là, le peuple de gauche, je sais pas si il existe encore, je sais pas comment. Mais en tout cas, le peuple tout court déjà, puisque avec la primaire de droite, c'est le peuple de gauche aussi qui est parti voter. Principalement, c'est l'intérêt des gens de gauche. On n'a pas pu vraiment déterminer s'il s'agissait que du peuple de droite en fait qui avait voté. Ah pas seulement, oui bien sûr. Voilà. Donc du coup, là moi ce que je trouve intéressant, c'est ce côté où on donne la parole au peuple. Ah ça c'est très bien. Là, on a un vrai pouvoir démocratique. En plus. Utilisons-le. Voilà, il faut l'utiliser. Utilisons-le. Vraiment, voilà, vraiment, il faut. Tu vois. Là, c'est intéressant. Là, j'entends beaucoup de personnes dire, bah moi je vote pas parce que ça m'intéresse pas. Là, du coup, on n'en est pas à une présidentielle. On est encore avant dans un parti où beaucoup disent souffrir de tel parti ou de tel parti. Dans ce cas de figure-là, que tu viennes de droite, de gauche ou que tu n'aies absolument pas envie de croire en tel parti, tu as la possibilité aussi de faire tomber ce parti. Exactement. Tu vois, ou en tout cas des têtes de ce parti. Là où je me féliciterais, ça serait de voir cette maturité dans les urnes des gens qui vont voter à cette primaire pour sanctionner véritablement Manuel Valls. Si Manuel Valls il monte candidat, en fait ça veut signifier que cette primaire ou du moins que le peuple les citoyens qui auront participé à cette primaire, dans leur majorité, n'auront pas eu une maturité politique de bienveillance. Je pense que ce serait la plus belle gifle qu'il pourrait se prendre et qui voilà exactement c'est ça. Voilà c'est ça en fait, parce que si c'est le cas contraire, ça voudrait dire que c'est un grand cirque en fait. Il n'y a pas de. Mais ça voudrait dire non. C'est un grand cirque. On sait déjà qu'on est dans un cirque. Ça, on le sait déjà. L'occasion de le signifier par les urnes. Le problème, c'est qu'on est même pas spectateur. On fait partie tu vois, dans le cirque, comme on dit souvent, on utilise certains animaux pour faire ça. Bon, aujourd'hui, il s'agit du peuple. Hein. Nous, on n'est même plus des spectateurs. On fait carrément partie du jeu. Mais il faut pas qu'on s'efface pour autant. Alors, voilà, c'est ça, exact. Et voilà pourquoi, pour conclure, c'est intéressant de se dire, non, là, pour le coup, tout le monde peut aller voter. Donc, c'est à saluer. Il faut se bouger. Il faut se bouger absolument, et on en parlera dans un instant. Mais de cette course à la présidentielle qui se poursuit quand même pour Emmanuel Macron, par exemple, la candidature de l'ancien ministre de l'économie en dehors de la primaire de la gauche fait craindre un 21 avril 2002 bis, à savoir un face-à-face entre la droite et l'extrême droite. C'est en tout cas ce que redoute Caroline Berger. Écoutez la réponse du porte-parole d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand. Écoutez sa réponse. Bien, écoutez, que le candidat issu de la primaire de la gauche soutienne Emmanuel Macron, et le problème sera résolu. Pourquoi faudrait-il imputer à quelqu'un qui a une démarche originale de rassemblement, qui a une offre politique nouvelle, au fond, le risque de défaite de celles et ceux qui, à ce stade en tout cas, n'ont pas d'offre politique nouvelle. Donc, une fois encore, le rassemblement des progressistes, il se fait autour d'Emmanuel Macron, avec des personnes qui viennent de la gauche, bien sûr, du centre, mais aussi de la droite. Par conséquent, toutes celles et tous ceux qui veulent la victoire du camp des progressistes et qui veulent finalement la victoire de notre pays, eh bien, doivent rejoindre ce mouvement. Voilà pour ce qui est du porte-parole du député socialiste du Finistère, également secrétaire général du mouvement En Marche,
est proche donc d'Emmanuel Macron. Richard Ferrand, invité ce matin de nos confrères d'RTL. Ouais, mais il en fait un peu trop, je trouve, Christophe. Pourquoi ? Quand il dit Macron, c'est l'offre politique nouvelle, idée nouvelle, alors qu'en face, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire chez les socialistes, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Pour moi, Macron, de ce que je l'ai lu, c'est un petit peu son programme. J'ai écouté son discours, le grand discours avec 10 à 15 000 personnes là à Paris. Pour moi, c'est une espèce, c'est du néolibéralisme un peu fashion quoi. Il défend une idée certes un peu nouvelle de la politique par rapport à son profil. Donc c'est un jeune homme, voilà, il est jeune on va dire. Mais le fond de sa pensée elle est libérale. Je ne vois pas l'émancipation des classes les plus précarisées. Je ne vois pas la classe moyenne défendue. Toujours c'est faire c'est dresser le tapis au libéralisme, voilà, au capitalisme toujours. Je vois pas trop un soutien et un encouragement, si ce n'est que dire allez vous mettre au travail, allez travailler. Emmanuel Macron, Sabrina, t'y crois ? J'ai même pas envie de me prononcer là-dessus. Très bien. Donc on passe à autre chose et justement c'est en lien avec la politique. Comme chaque année précédant des échéances importantes, c'est le rush dans les mairies en décembre pour s'inscrire sur les listes électorales, avec quelquefois des records comme à Paris. 1 350 000 inscrits à Paris à la mi-décembre, record de 78 battus. Waouh. Plus d'électeurs potentiels, c'est dû au parti comme à Lyon. À la simplification des démarches administratives, il est désormais possible de s'inscrire par Internet. À Paris comme à Clermont-Ferrand, on note aussi un effet Trump. Un bond des demandes d'inscription dès le lendemain de son élection, 6 fois plus dans la capitale, et ça dans tous les arrondissements de droite comme de gauche. La ruée vers l'inscription vers les derniers jours de décembre, ça concerne en France en moyenne 40% du corps électoral, c'est pour ça que les plus en retard pourront dans les grandes villes s'inscrire jusqu'à samedi 31, fin de journée, et ça c'est la dernière fois à partir de 2019, les listes seront closes que 36 jours avant le scrutin. L'envie de voter, disent des élus, vient souvent quand la campagne bat son plein. Voilà, donc pour ce rush, il faut s'en féliciter, non ? Bien sûr, là, donc le chiffre que tu as sorti, c'est 1 million, combien ? 350 000. C'est tout simplement plus que les votants qui ont donné la victoire à François Hollande en 2012. En 2012, François Hollande, il bat Sarkozy de 1 139 865 voix. Et là, tu me dis qu'il y a 1 300 000 nouveaux votants. Alors là, il va falloir aller les convaincre, hein, les politiciens, ces nouveaux électeurs. C'est une bonne chose, Sabrina. Oui, ouais. Franchement, oui. Tu le disais tout à l'heure. Boubacar, il en fait pas partie encore. Hein. Non, il va attendre encore 8 ans. C'est une nouvelle chose, mais ça remet en question, en fait. C'est une bonne chose, mais ça remet en question la stratégie des partis politiques et des politiciens, parce que c'est des nouveaux électeurs. Bien sûr. Tu vois, il y a besoin de quelque chose de nouveau. Mais à dire aux gens qui ne votent pas, c'est de leur expliquer que puisque tu ne votes pas, bon, on l'a déjà dit 1000 fois à l'antenne, je le répète encore, puisque tu ne votes pas. Donc pour un politicien, tu n'existes pas, tu n'intéresses pas. Tu comptes pas. Voilà. Tu existes mais tu comptes pas. Il faut savoir que les politiciens, et quand je parle des politiciens, on parle autant du maire qu'au-dessus, que des députés. Sénateurs, députés, présidents, maires, oui. Rien qu'on va rester sur le côté du maire. Parce qu'il y a des gens qui ne votent pas non plus. Au niveau local, oui. Très peu. Tu sais qu'ils regardent le listing. Ils regardent qui a voté. Ils regardent les noms des personnes. Qui est inscrit, quand qui a voté. Quand ils voient les personnes non, le focus, il est passé sur les gens qui votent. Forcément. D'accord ? Donc forcément, quand je vais voir que c'est tel coin de la ville où il y a statistiquement plus de personnes qui ont voté et que dans tel quartier, telle cité, on n'a pas voté, bon bah clairement, pourquoi est-ce que je vais leur proposer une structure alors que je n'ai pas la garantie. Et c'est pour ça que le système Valls, hein, on le sait très bien à l'époque d'Evry, quand il arrivait et qu'il a mis la communauté musulmane, je mets des guillemets quand j'ai dans sa poche, mais voilà, qu'il avait un discours très pro-palestinien, à planter des arbres pour la Palestine. Exactement, et qu'il disait tout le contraire de ce qu'il dit. De toute façon, moi, je continue à dire que cet homme a un discours schizophrénique. Hein, je lâcherai pas là-dessus. Il arrive et qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit bon bah cette communauté-là, elle est à prendre. Et tout le monde n'a pas ce système Valls, hein. Cette communauté-là, ou tel endroit, hein, je parle pas forcément que des musulmans, mais là, je vais prendre le risque d'aller voir, tâter du terrain et voir ce dont ils ont besoin, et en échange, j'obtiens des voix. Mais sinon, faut savoir que les politiciens ne vont pas vous proposer
quelque chose, vous vous dites ouais mais nous on ne propose rien, on fait rien pour nous, mais ils ne vont pas te proposer quelque chose puisque tu ne les intéresses pas. Tu n'existes pas sur la liste Arrive, va sur la liste, montre que tu votes, même si tu votes blanc, tu existes, et puisque tu existes, tu intéresses. Et Sabrina, je dis qu'il faut pas voter blanc, moi. Peu importe, chacun vote ce qu'il a envie. Parce que blanc ça compte pas. Non mais attends, déjà, remplir les listes. Tu comprends ce que je veux dire? Tu apparais. Voilà, c'est hyper important. Tu apparais. Faisons les choses step by step, c'est-à-dire on y va par étapes. Déjà, la personne qui veut absolument pas aller voter, qu'elle aille s'inscrire. Ensuite, elle fait ce qu'elle veut, mais elle existe. Et si elle existe, c'est de se dire, tiens, là, je vois que la communauté maghrébine, musulmane, asiatique, peu importe, mais elle est présente sur la liste. D'un point de vue géographique, dans telle partie comme là, tu vois, les stats que nous donne Christophe, d'un point de vue géographique, on se rend compte qu'il se passe quelque chose en masse. Ici sur Paris. Sur Paris, dans tous les arrondissements. Et ben, croyez-moi que ça va pas se passer comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, d'un point de vue politique, on va dire, ah bah là, il y a de la voix à prendre. Je vais pas la laisser passer. Voilà, exactement. C'est pour ça que cette élection 2007, elle est très très intéressante à mon sens. Oui, absolument. En tout cas, de la politique à la sécurité, à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier même plus précisément, les communes pourront équiper leur police municipale de caméras portatives ou caméras piétons en enregistrant les interpellations. Elles doivent permettre de limiter les incivilités. Si la mesure est dans le centre bien accueilli, dans le sens bien accueilli, il reste quand même plusieurs zones d'incertitude. Ce sera des caméras qui sont vissées sur le gilet des policiers municipaux. Une petite caméra pourra désormais filmer les interpellations. Donc, une façon de riposter face aux vidéos faites par les individus interpellés bien souvent à charge contre la police. Jean-Marc Joffre est le président du syndicat national des policiers municipaux et il nous livre sa réaction. Les interventions souvent sont filmées par les individus. Tout le monde a un petit smartphone ou une petite caméra embarquée. Donc maintenant, ça sert aussi pour le policier. Au moins, je veux dire, il y aura aussi le son de cloche de la vidéo du policier. Voilà pour sa réaction. C'est bien, moi je trouve parce que c'est bien, je trouve parce que du coup, pour les policiers qui se permettent certaines bavures, je suis bien curieuse de me dire qu'est-ce qui va se passer quand ils vont faire certaines bavures. Qu'est-ce qu'il y a là? La caméra va tomber, ça va se casser. Non, c'est qu'il y aura pas de caméra quand on fait la bavure. Ouais, mais eux n'auront pas la caméra, mais pas mal de personnes ont un smartphone comme il le disait si bien. Donc moi je trouve que l'idée elle est intéressante. Oui, elle est potentiellement intéressante. Rien que pour Adama, si jamais il y avait eu des caméras, l'histoire elle aurait été réglée. Pas forcément, parce que ça s'est passé dans le commissariat. Et là, c'est l'ordre de l'interpellation. Il s'est quand même passé déjà des choses en extérieur. Gendarmerie, pour être très précis, Hakim. Il s'est quand même passé des choses en extérieur. Oui, bien sûr. Voilà. Mais il faut pas se faire... cette information, ce qu'on doit souligner, c'est que ça a été décidé vraisemblablement, comme il le dit, parce que les personnes contrôlées ou interpellées filmaient avec des smartphones. En réaction à cela, la police donc municipale, elle s'équipe de caméras. Et en fait, et là, chers amis, c'est une nouvelle très très positive qui signifie qu'en fait le citoyen, il a le pouvoir de changer les choses. C'est un exemple très concret que en prenant les devants de sa situation, d'accord, en réclamant, revendiquant, en militant, eh bien, on peut changer les choses. Et là, très clairement. C'est un exemple super concret. Très bel exemple. C'est un exemple concret. Que le citoyen peut faire changer les choses. Ouais. Affaire à suivre en tout cas. Et passons, si vous voulez bien, maintenant au coup de cœur. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Avant de parler de chansons, on va parler d'un livre avec Hakim Ral, un livre écrit par quelqu'un qu'on connaît bien. Par une femme formidable. Houria Boutelja. Donc c'est une Française issue d'une famille d'immigrés algériens. Arrivée en France dans les années 60. Donc elle a écrit un ouvrage, cette formidable femme, qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire. Dans son 4e de couverture, elle écrit: pourquoi j'écris ce livre? Parce que je partage l'angoisse de Gramsci. Le vieux monde se meurt. Le nouveau est long à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Le monstre fasciste, né des entrailles de la modernité occidentale. D'où ma question: qu'offrir aux Blancs en échange de leur déclin et des guerres qu'ils annoncent? Une réponse: la paix. Un seul moyen: l'amour révolutionnaire. Dans ce texte fulgurant, Houria Boutelja brosse l'histoire à rousse-poil. C'est du point de vue de l'indigène
qu'elle évoque le pacte républicain, la Shoah, la création d'Israël, le féminisme et le destin de l'immigration postcoloniale en Occident. Balayant les certitudes et la bonne conscience de gauche, c'est chez les Baldwin, Malcolm X ou Jennett qu'elle puise les mots pour repenser nos rapports politiques. Au grand récit raciste de Soral et de Finkielkraut, elle fournit un puissant antidote, une politique de paix qui dessine les contours d'un nous décolonial, le nous de l'amour révolutionnaire. Voilà, donc j'invite les auditeurs... Ça s'appelle comment le livre ? L'ouvrage, je le rappelle, c'est Les Blancs, les Juifs et nous, aux éditions La Fabrique. Voilà, donc Houria Boutelja, un sublime bouquin qui coûte pas grand-chose. Bon, eh bien, affaire à suivre en tout cas, enfin à lire, bien sûr. À lire, c'est mon coup de cœur 2016. Ouais. Coup de cœur 2016. C'est bon, j'ai conquis celui de Sabrina, elle va lire le livre. Alors, Sabrina, il est musical. Yes, il est musical. Alors, est-ce que vous êtes correctement assis sur votre chaise ? Très bien. Très bien, car mon coup de cœur 2016 est un cri du cœur. On dit que la terre nous porte, moi je dis qu'elle nous supporte. Difficile de choisir en une année ce qui l'emporte. J'ai alors cherché ce qui m'a marqué, profondément marqué, et que les autres années ne pourront effacer. Indélébile, oui, ça l'est. Et Dieu sait que c'est le genre de souvenir que t'aimerais oublier, sauf que je sais d'ores et déjà que ce qui nous a précédés continuera de s'écrire. J'ai choisi de rester fidèle à ce que je prône tant à l'antenne que dans la vie, humaniser. Il s'appelle Shahid. C'est un enfant victime de la guerre. Sauf que cet enfant, ce Shahid, eh bien, c'est au pluriel qu'il faut l'entendre. Qu'importe sa religion, son pays, ses convictions. Aujourd'hui, en 2016, je réalise que des Shahids, il y en a malheureusement beaucoup trop. Ces enfants victimes de la guerre, ils portent le sceau de l'innocence. Ils portent la graine de la paix qu'on infertilise à chaque tuerie. Que ce soit de la Syrie à Nice, de la Birmanie à Berlin, de Haïti à Gaza, qu'importe le pays. J'ai découvert cette magnifique chanson d'un artiste du nom de Karim. À chaque fois que je l'écoute, eh bien, il y a différentes émotions qui vont se réveiller en moi, fruit de l'injustice. Honte, culpabilité, tristesse. C'est ainsi que m'a marqué 2016. Eh bien, c'est ainsi, surtout, que je ne veux plus être marquée. Utopique, on m'a souvent taxé d'utopique. On pourrait même m'insulter de naïve. Je ne changerai pas mon discours qui n'est que le fruit d'une éducation à parfaire journellement. Croire en la paix, prôner la paix, faire la paix et être la paix. Dois-je vous rappeler que toute grande victoire a commencé par être portée par des mots ? Alors je vous laisse avec ces quelques mots magnifiquement chantés par Karim. LGF, le grand forum avec Sabrina Artiste, avec Hakim Ral qui sont avec nous bien sûr. On est là Christophe, les auditeurs. 29 Sabrina, t'es là ? Bien sûr, toujours. Elle est là, toujours là. Plus que jamais, on est là. Avant le j'aime ou j'aime pas, tu voulais nous parler d'un livre. Je voulais vous parler d'un livre en fait, c'est le cercle des auteurs, Vivre l'épreuve, c'est notre premier livre, on est plusieurs auteurs dessus. Ah, il va sortir ? Ça y est, je l'ai dans les mains, il est sorti. Ah. Et donc voilà, je voulais quand même en parler à nos auditeurs. C'est des nouvelles ? Alors poème, en fait, si tu veux, on est plusieurs auteurs à avoir été invités à écrire sur le thème de l'épreuve, et donc toutes nos différentes identités, on prête notre plume et on donne pas une définition du Larousse, quoi. Tu vois, on donne vraiment ce que l'on estime être ou comment on a vécu, comment on voit. C'est un témoignage personnel. Pas forcément, pas pour tout le monde. Il y a de la sagesse, il y a de la poésie. D'accord. Franchement, il est très très beau. Il y a de très belles plumes, novices, d'autres peut-être plus connues aussi. Et donc je voulais en parler aux auditeurs. Voilà. Ça s'appelle félicitations. Ça se Vivre trouve l'épreuve, le cercle des auteurs, et j'ai écrit dedans. Et ça se trouve, ça se trouve sur la page de Khalid Mosaïd. Où on peut retrouver le livre. Génial. Mais sinon il suffit de contacter le cercle, donc tout accroché, le cercle des auteurs @yahoo.com. Le livre il est à 6,50€, 7€ avec frais de port, et puis c'est le début d'une, j'espère. Félicitations Sabrina. Merci, voilà. Génial. Et puis j'espère que tu nous réserveras pour les auditeurs de France Maghreb 2, tu nous diras, tu nous avertiras ta première à la télé. Oui, bien sûr. J'y manquerai pas, Inch'Allah, bien sûr. Normalement, courant janvier. Et puis, je vous avertirai aussi quand mon livre sortira, surtout. Très bien, donc une actualité 2017 très chargée pour Sabrina. Allez, c'est parti pour le j'aime ou j'aime pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le j'aime ou j'aime pas ? Tiens, des jeunes arrêtés en Arabie Saoudite pour avoir participé à une soirée mixte. Qu'est-ce qu'on doit aimer ? Alors attends, il n'y a pas assez de détails pour que je te dise si j'aime ou j'aime pas. Ils les ont arrêtés parce qu'il y avait une soirée mixte ? Non, ils ont arrêté parce qu'ils ont organisé de manière clandestine une soirée mixte entre filles et garçons. Qu'est-ce que... on aime ou on n'aime pas ? Là quoi, J'ai pas assez d'informations. Le code saoudien ?
Ouais, le code saoudien, le fait de vouloir séparer comme ça constamment, on sait qu'il y a des alors bons là, sur Ah, place, moi j'aime bien, on j'aime bien. Alors t'aimes bien, mais là si on avait été en Arabie Saoudite, là tu vois, on J'aime aurait bien. pas On aurait pas pu faire on aurait l'émission. pas pu faire l'émission. Non mais je parle de la Si, République, on je aurait parle pas mis un d'ici. grillage. Je parle pas d'ici. Ouais, Ouais. d'accord. Donc t'aimes bien alors? J'aime bien Pour dire mais quelque pour chose, ici, c'est juste pour vous faire kiffer, pour passer au l'autre. C'est tout. D'accord. Ça se passe en Indonésie. Oui, c'est ça, en Indonésie. Un enfant qui naît le jour de Noël, ils l'ont appelé Joyeux Noël. Non, t'es pas sérieux. Si, c'est sûr. Ils l'ont appelé Mais Joyeux t'es Noël? pas sérieux. Ouais. Les Indonésiens? Ouais. Bah pourquoi pas, ils font, ouais, mes pauvres enfants. En même temps, on rigole, Il aura, mais tu sais que... on va l'appeler Joyeux Noël Non, tous les non, jours. attends, vous savez que pour de vrai, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Mouloud, c'est parce qu'elles sont nées le jour de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Ouais. Et il y en a donc en même temps... Comme il y en a qui sont appelés Ramadan. Ouais, voilà, donc en Ils même sont temps, nés je me pendant dis, Ramadan. bon, nous, ça nous interpelle, mais en même Là, temps, c'est de juste l'autre côté aussi... deux mots. Joyeux Noël. Bah, Ouais. et pourquoi pas? Peut-être qu'en indien, ça fait un mot, hein, tu sais pas. Hein. Feliz Navidad. En espagnol. Pas de l'indien, ça. Ah, c'est fait. C'est claro. C'est gracias. C'est- Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le... Ah oui, on va en parler demain, ça, avec Tarek, parce que ça l'a mis en colère, ça. L'ambassadeur de Tunisie en France a organisé une fête pour Hanouka. Et il a pas invité Alors- Tarek? Et non, c'est pas ça. Ah, pardon, Alors oui. qu'il a rien fait pour le Mouloud, par exemple. Ah, oui. Deux poids, deux mesures. Ouais, c'est bizarre. Bah, chelou, c'est la quoi. parité, il faut en faire pour tout le monde. Quand on fait pour un, faut faire pour les autres, hein. Ouais, c'est un... Ouais, je sais pas. C'est un côté un petit peu... C'est une erreur professionnelle, hein. Faut Ouais, professionnel. On en parlera entre demain guillemets. en tout cas. Et puis tiens, un dernier petit truc, c'est la Russie qui annonce son soutien au général Haftar en Libye. Donc la Russie entend aussi se faire entendre dans la crise libyenne. Ah, super. Oh là là, Poutine. Oh là là, Poutine, il fallait intervenir quand il était vivant, Muammar Kadhafi, Allah yarhamou. Voilà, écoutez, il y a son fils qui est pressenti pour reprendre les rênes, ou par il y a des tribus qui le poussent un peu. Mais on espère en tous les cas que cette force de persuasion de Vladimir Poutine, d'avoir tué son père, quoi. la force de persuasion diplomatique de Vladimir Poutine saura mettre ce pays qui a été massacré sur la bonne voie, on espère. Voilà, parce qu'il faut un soutien d'une grande puissance, c'est sûr. Ouais. Ouais, Sabrina, t'es un peu plus dubitative. Ouais, voilà, Ouais. c'est tout. C'est-à-dire, je comprends pas, Sabrina. Ouais, non, elle a le droit d'être dubitative. Je sais pas. Tu Voilà. sais pas la Libye ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Non, mais pas pour une blonde, s'il te plaît, mais si tu vas pas me mettre en dessous. Ah non, moi j'ai aucun problème avec les blondes. Ça veut si dire, tu racontes. ce que je veux dire par là, c'est Ça tirait bien, cela dit. ouais, ça veut dire que je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas avec ce que toi tu dis, mais ce que nous demande Christophe. J'attends, je vois pas, moi Poutine, je suis pas très, je suis pas pro, je suis pas fan, quoi. Je suis mouais. Bon, Voilà. très bien. D'accord. Ok, ça marche. Ça, c'est entendu. Alors, réveillon, quoi de prévu pour Hakim? Le réveillon? Ouais. Tout le monde est invité à la pizza. Pizza Fox? Bah ouais. Jusqu'à 23h par contre, hein, tu te souviens Même pas? pas, c'est avant, c'est parce que le dernier c'est 22h, c'est 23h, on ferme le rideau. Non, mais après, tu vas sortir, tu vas bouger. Bah si vous m'invitez, moi je vais où vous voulez, hein, pas de problème, hein, je suis un Parisien moi, ça se voit non? Sabrina, quoi de prévu? Je pense que je vais rester avec mes petits bouts, pareil, j'ai rien de prévu. Et puis en général, vu que j'ai donné naissance à ma fille le 1er janvier, j'aime bien me rappeler un petit peu comment elle m'a fait morfler le 31. Ah vois, ouais, voilà. tu t'en rappelles? Ah oui, je m'en rappelle. Comme si oui. c'était hier. Ouais, mais c'est que du bonheur. Oui, alhamdoulilah, machallah, bien oui. évidemment. Eh Donc, ben en tout cas, voilà. pour ceux qui font rien comme Hakim et Sabrina, eh bien vous avez la possibilité aussi d'écouter Medjahed puisqu'il sera là le 31 décembre dès 23h lui, après que Pizza Fox est fermé. Donc Medjahed prend le relais sur France Maghreb 2 pour vous accompagner jusqu'au bout de la nuit, accueillir les auditeurs, jouer, gagner des cadeaux, tout ça dans la joie, la bonne humeur, pour vous aider à passer le cap de 2007 tranquillement avec l'équipe qui vont appeler successivement. Je vous invite à le faire d'ailleurs dans la nuit. Medjahed pour souhaiter la bonne année aux auditeurs. Merci Sabrina, merci Hakim et à la Merci à vous, merci C'est toujours un Sabrina, plaisir. merci Christophe, et puis Je les crois auditeurs, Sabrina allez vous revient inscrire. lundi avec Ousmane. Yes, Alors, exact. c'est bizarre, vous faites votre truc tout seul maintenant. On m'a Non, non. contacté, on m'a dit Ousmane et Sabrina veulent être C'est pas ensemble. comme ça que ça s'est passé. Ah mais c'est comme ça qu'on me l'a Non. raconté moi. Non, non, Bah, c'est il pas y comme a eu le ça problème, que ça s'est Christophe, passé. tranquille. Quand bien même, non. Non mais Sabrina, tu fais ce que tu veux, t'as pas obligé d'expliquer ta vie privée à l'antenne. Mais je l'explique pas, mais je parle si tu permets. Si tu me permets, merci. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On m'a fait savoir que Ousmane allait passer à l'antenne et Ouais. qu'il avait, Ouais. qu'il aurait été intéressé que je sois là aussi et quelles étaient mes dispos. D'accord, Voilà. d'accord. Donc je rectifie Je à remercie l'antenne. Méine qui fait cette organisation de feu de maître. T'as vu? Oui, salut, Méine. D'orfèvre. Voilà, absolument. Merci à tous en tout cas. Allez Une vous excellente inscrire soirée. ceux qui sont pas encore inscrits. 18h02 sur France Maghreb 2, le rappel de l'actualité de ce jeudi soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir.